Jeudi 10 octobre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'information. Tout d'abord les titres. Des milliers de réfugiés nigériens installés dans la région de Difa, ils sont assistés par des organismes humanitaires. Conditions de cours difficiles pour certains élèves du CEG 4 de Niamey, ils prennent le cours à même le sol. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Un incendie s'est déclaré ce matin au niveau du centre de traitement ambulatoire, le CTA, et ce centre qui est le fruit de la coopération nigéro-française. Il est spécialisé dans la prise en charge du VIH-Sida. Les dégâts de cet incendie au CTA sont limités. Le récit de Issa Hamidou Miyaki et Sadoudoumi. Pour une matinée que l'on espérait agréable et bienheureuse, voilà un chemin de route qui nous mène droit sur un lieu où notre cœur est meurtri par cette scène de désolation. Le centre de traitement ambulatoire CTA est en sinistre. Un appareil a pris feu, c'est possible que c'est l'appareil, c'est possible que c'est un problème de court-circuit. Bon, ça je ne saurais vous le dire, peut-être c'est l'enquête qui va déterminer l'origine exacte de ce qui s'est passé. Le gardien qui est là, il nous a alerté rapidement, on a demandé d'arrêter le compteur et puis d'évacuer le lieu. Le temps de situer et reconnaître l'origine exacte et précise qui a provoqué ce qui vient de se produire, les dégâts occasionnés quant à eux sautent à l'œil nu et sont d'une évidence terrible. La lumière a envahi le plafond, il y a juste la salle qui est à côté, la salle de prélèvement. Comme si le matin du lundi au jeudi on fait des prélèvements. Donc là, il se fait que les pompiers ont répondu rapidement pour maîtriser l'incendie. Bon, c'est juste des dégâts matériels que vous avez pu constater vous-même. Là, on va informer notre ministère de tutelle pour venir constater d'abord le dégât et puis évaluer ce qu'il faut faire. Les flammes ont donc pris possession des installations du centre de traitement ambulatoire CTA, situé à l'aile est de l'immeuble CNSS et dans le prolongement contigu de la Croix-Rouge nigérienne. Mais peut-être que même ainsi, le personnel que l'on sait dévoué du CTA saurait peut-être continuer à travailler comme si de rien n'était. Puisqu'on n'a pas d'électricité, ça veut dire qu'on ne peut plus faire des analyses puisque le laboratoire a besoin d'électricité. Et même dans les salles, on a besoin de l'éclairage, peut-être pour mettre les ventiles, au moins dans des conditions acceptables de travail. Là, du coup, on va tout arrêter, puisque quand il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Le centre de traitement ambulatoire, qui est en désastre, est bien de le rappeler, ce joyau offert en grande pompe par le célèbre professeur Gentilini, alors président de la Croix-Rouge française, et c'était lors de la visite du président français Jacques Chirac au Niger. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire 2013-2014, les cours ont commencé dans plusieurs établissements de la capitale. Cependant, au CG 4 de Niamey, beaucoup d'élèves sont contraints de suivre les cours à même le sol. Une situation qui doit interpeller les autorités en charge de l'éducation. Reportage Memouna Daouda et Halidou Bourema. Cela peut paraître l'incroyable, mais il s'agit bel et bien d'une triste réalité. Des élèves qui prennent les cours à même le sol au cœur de la capitale dans un établissement secondaire, à savoir le CEG 4 de Niamey. Un des premiers de la capitale qui souffre donc d'une insuffisance de table-banc. Pire, même dans les classes disposant de table-banc, les élèves sont assis à 4 ou à 5. Nous-mêmes, ça nous gêne. Et les enfants aussi ne sont jamais à l'aise. Ils ont même des difficultés à recopier les leçons. Ils ont des difficultés à s'asseoir, ils ne savent même pas de fois quelle position ils vont prendre pour recopier leurs leçons. Mais ils ont même l'habitude l'année passée de faire des évaluations en même leçon. Ça nous dépasse, c'est vraiment une situation qui est difficile. Ça fait quelques 2 ans comme ça, ou 3 ans. Cette fois-ci, je crois que c'est la 3e année que les élèves arrivent à faire le cours en même leçon. Nous lançons vraiment un cri de cœur à l'endroit du gouvernement pour vraiment améliorer les conditions de travail. Vous voyez, il n'y a pas de table. Il n'y a presque pas de table dans les classes. Les élèves s'assoient à même le sol. Et puis, il fait chaud dans les classes. Il n'y a pas de bonnes fenêtres. Les tableaux, quand tu écris, les élèves disent qu'ils ne voient rien. Les tableaux ne sont pas bons.
Vraiment, il faut améliorer les conditions de travail. Face à ce scénario non enviable, les élèves du CEG 4 exhortent les autorités en charge de l'éducation à revoir leurs copies. Vraiment, on n'a pas de table, il faut changer, il faut arranger la classe, on n'a pas de table, on est comme des élèves de CI. Même les élèves de CI ont des tables. Il reste 2 sur les tables, mais nous les élèves de collège, on est en train de s'asseoir en bas sur la classe. Il faut arranger, vraiment il faut arranger la classe. La classe est en désordre. Même les plafonds est cassé. Tout doit vraiment arranger les classes. Avec cette insuffisance de tables dans un établissement situé en plein centre-ville de Niamey, des interrogations se posent sur les cas de l'intérieur du pays, notamment dans les zones rurales. En tout cas, des interrogations se posent à Maimouna Daouda. Une situation qui doit interpeller les autorités au plus haut sommet du pays. Des autorités qui ont d'ailleurs décrété l'année 2013-2014 l'année de l'éducation. Le Premier ministre Brigitte Raffini l'a rappelé le dimanche dernier lors d'une conférence de presse. On l'écoute. La question de l'école, la question de l'éducation, c'est une grande préoccupation nationale, l'éducation. L'école nigérienne, elle a toujours du moins connu des difficultés et ces difficultés s'accumulent. Le gouvernement s'attelle à présent à véritablement prendre en charge cette question de manière à ce que tous les problèmes que nous connaissons puissent être véritablement pris en charge. Et il s'agit par exemple de voir au plan politique comment mieux cerner la question d'éducation. C'est ainsi qu'avec le nouveau gouvernement, vous avez noté que les différents segments de l'éducation ont été chacun érigés en département ministériel pour mieux prendre en charge la part que représente ce segment. Je parle de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Sans oublier qu'il y a un département à part entière pour l'enseignement professionnel et technique. Donc tout ceci pour dire combien au plan politique nous estimons que cette question est fondamentale et qu'elle conditionne sans aucun doute l'avenir de notre pays. Donc il y a lieu de lui consacrer tous les efforts budgétaires, les efforts en ressources humaines. En tout cas, la nation entière est conviée à prendre part à la sauvegarde et à l'amélioration des conditions de notre école. Nous avons effectivement déclaré l'année 2013-2014 année de l'éducation. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un slogan, il s'agit de consacrer véritablement toutes les réformes et toutes les actions de nature à donner à cette école, à l'école nigérienne, toutes ces lettres de noblesse. Ils sont nombreux les usagers partisans de la facilité qui préfèrent traverser les bordures entre les deux voies de la déviation avant l'échangeur au lieu de le contourner. Un comportement à bannir. Michel Djedji s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. L'on n'a pas besoin d'être expert en code de la route pour comprendre l'incommodité de certaines pratiques aux abords d'un échangeur. Ici, il s'agit des voies qui servaient de déviation pendant la réalisation des travaux de cette infrastructure, dont l'utilisation requiert d'un parcours de combattants avec des risques considérables d'accident pour celui qui n'est pas prêt à respecter les normes minimales. Il s'agit là, en effet, d'une anarchie causée par certains usagers de la route qui veulent à tout prix traverser le boulevard, bien qu'un pavé est construit à son milieu, pour indiquer que le conducteur ne peut que virer à droite au risque de couper la priorité d'un autre usager. On est vraiment fiers de cette infrastructure. Seulement s'ils peuvent nous ouvrir les passages, ce serait bien. Moi particulièrement, je n'ai pas de difficulté, dans la mesure où c'est vraiment un coin que nous connaissons très bien et ça ne fait que du bien. La circulation ne dérange vraiment pas. Moi, là, c'est un pavé que vous êtes en train de traverser. Oui, mais c'est parce que les travaux ne sont pas encore finis. Je pense que quand les travaux seront finis, il n'y aura plus de problème. Là, on est obligé de prendre des raccourcis, c'est tout à fait normal. Donc, normalement,
Normalement, on ne doit pas tout fermer, car en cas d'embouteillage, on n'aura pas de solution. Selon des ouvriers de l'entreprise chinoise en charge de la construction de cet échangeur, les dégâts sont énormes au niveau de ces bordures depuis l'inauguration de l'ouvrage. Vraiment, les gens là, vraiment, chaque fois, nous sommes en train de les dire que la voie là, c'est déjà bloqué. On travaille ici, on ne doit pas passer ici. Mais avec tout ça, ils sont en train de passer comme ça. Nous, ils nous dérangent même parfois. Puis chaque fois, on les disait, mais avec tout ça, parfois, on nous insulte même. Normalement, on ne doit pas passer ici, il faut qu'on les finisse. Même si on la finissait, ils n'ont pas le droit de le passer, puisque ça va les gâter. On met les pavés, ils sont en train de passer sur le pavé, les pavés sont en train de casser. On aura beaucoup d'accidents à cause de ça. Et même hier, il y a une taxi qui a cogné quelqu'un ici. Qui a donc dit que l'accident de la route est une fatalité? En pareille circonstance, la police routière ne devrait-elle pas être au rendez-vous afin d'aider les usagers à s'y adapter? N'est-ce pas là l'utilité du pouvoir de contraindre pour l'intérêt commun? Situation humanitaire, le quotidien des réfugiés nigériens fuyant leur zone de résidence pour trouver refuge au Niger, précisément dans la région de Difa, demeure précaire. Ils sont des milliers ces réfugiés dans la région de Difa où ils sont pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR et la Croix-Rouge. N'est-ce pas, Adam Soumana? Le quotidien des personnes fuyant le Nigeria demeure très précaire. La violence armée dans le nord-est du Nigeria continue de provoquer des déplacements de population vers le Niger, le Cameroun et le Tchad, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Le CICR et la Croix-Rouge nigérienne viennent en aide d'urgence à des milliers de réfugiés nigérians qui ont trouvé refuge dans la région de Difa, notamment dans la commune rurale de Bosso, à une centaine de kilomètres à l'est de Difa. Le quotidien de ces personnes est très précaire. Beaucoup d'entre elles, notamment des femmes et des enfants, ont dû fuir leur localité dans la précipitation et sont totalement démunis, poursuit le CICR. De mai 2013 à nos jours, le CICR enregistre de nouveaux arrivants. Depuis 6 mois, la Croix-Rouge nigérienne et le CICR distribuent des rations alimentaires mensuelles à quelques 6 000 personnes à travers l'opération Blanquette. En outre, quelques 350 familles ont reçu des articles ménagers essentiels, des bâches, de matériel de cuisine, des moustiquaires ou encore des couvertures. Une nouvelle distribution de vivres a été effectuée ces derniers jours au profit d'environ 3 750 personnes dans les communes de Toumour, Ngelkolo, Chetimari et de Difa. Chaque famille a reçu 100 kg de riz, 25 kg de haricots, 10 litres d'huile et 1 kg de sel afin d'assurer son alimentation pendant un mois. L'accès à l'eau potable constitue un autre problème majeur dans cette région. Du fait de l'afflux de personnes fuyant le Nigeria et face au tarissement des puits, certains ont été contraints d'utiliser l'eau des mares en dépit des risques sanitaires importants, explique un responsable du CICR au Niger. Le CICR a donc assuré le raccordement d'un forage à un réservoir d'eau permettant l'approvisionnement en eau des habitants de la population de Bosso. Par ailleurs, 8 puits ont été remis en état et d'autres travaux sont en cours afin de consolider ces ouvrages et d'en faciliter l'utilisation pour les populations. Afin d'apporter une solution durable au problème de l'accès à l'eau dans cette zone, un forage électrique en grande capacité est en cours à Ngouba, dans le département de Bosso. Cette intervention du CICR assurera la couverture des besoins en eau de quelques 12 000 personnes résidentes et déplacées des localités de Bosso, Toumour, Ngouba et d'autres villages environnants. L'afflux de déplacés dans la région de Difa accroît la vulnérabilité d'une région déjà très défavorisée par des conditions naturelles difficiles et un climat peu propice à l'activité agricole, indique le chef de la délégation du CICR au Niger. Hajj 2013, les rites se poursuivent à la Mecque. Cette année, ils sont au nombre de 12 000 pèlerins nigériens qui séjournent en terre sainte. Ils multiplient les visites. Parmi ces pèlerins, ceux de l'agence Sauki Voyage. Nous avons joint un des responsables de cette agence ce matin. Il nous parle des conditions de vie de leurs pèlerins. El Hajj Abdoulaye Mohamed. Nous sommes actuellement à la Mecque, après avoir fait le tour de la ziyarat consacrée au niveau des sites historiques de Médine. Nous sommes maintenant à la Mecque, il y a de cela 10 jours. On se prépare pour la sortie du Hajj se prépare Inch'Allah pour information. Donc le dimanche, tous les pèlerins vont sortir pour
le début du mois et le début du pèlerinage, le grand pèlerinage, Inch'Allah. Tout le monde se porte bien actuellement en Arabie Saoudite, la guerre surtout voyage. Vos pèlerins, ils se comportent très bien avec leur encadreur, ça se passe bien? Les pèlerins et les encadreurs, tout le monde se porte bien et les encadreurs doivent aider pour bien préparer les pèlerins pour la sortie, le train de la sortie du 8, donc probablement il faut mettre tous les moyens en œuvre pour assurer un bon encadrement des pèlerins. Nous sommes actuellement, nous sommes en concertation avec tous les encadreurs pour les dernières consignes pour la sortie du mois de Rita. Donc au 13 du mois octobre, Inch'Allah. Les gens sont bien hébergés et mangent bien? À la gare sortie, tout le monde sur le ponton, on dit que la livraison sont contents de réaliser ce traitement. Et à l'intérieur de l'unité Bon séjour donc pour les 12 000 pèlerins nigériens qui séjournent à la Mecque. Quelques heures après avoir été enlevé par un groupe d'anciens rebelles, le Premier ministre libyen Ali Zaidan a été libéré ce matin. Selon le gouvernement, il a été relâché par ses ravisseurs qui lui reprochaient d'avoir autorisé la capture par l'armée américaine d'un responsable d'Al-Qaïda en terre libyenne. Enlevé puis relâché en l'espace de quelques heures, le Premier ministre libyen, entouré de ses ministres, appelle la population au calme. J'espère que nous allons gérer cette situation avec sagesse, sans tension ni escalade. Il ne fait aucun doute que l'on doit gérer ce problème. C'est vers 4 heures du matin qu'Ali Zaidan est enlevé dans cet hôtel où il réside, en plein centre de Tripoli. 2 de ses gardes, enlevés eux aussi, sont rapidement relâchés. Il y avait un grand nombre de voitures, toutes au sigle des révolutionnaires libyens. Il y avait environ 150 voitures. Lors d'une conférence de presse, des membres du gouvernement évoquent un kidnapping. Les miliciens affirment de leur côté agir sur ordre du parquet en représailles à l'enlèvement d'un chef d'Al-Qaïda. Abou Sanas al-Libi a été arrêté ce week-end par des commandos américains avec l'accord du Premier ministre. Une explication rejetée par le ministère de l'Intérieur. Je ne pense pas que tout cela soit lié à Abou Anas al-Libi. La cellule des opérations révolutionnaires affirme qu'il y a eu des plaintes de la part de citoyens libyens. Pour ajouter à la confusion, la milice a finalement nié avoir mené l'opération de kidnapping. Elle est d'ailleurs censée agir sous l'autorité des ministères de l'Intérieur et de la Défense. 2 ans après la Révolution, de nombreux groupes armés encore actifs échappent à l'autorité de l'État, une situation qu'Ali Zaidan avait dénoncée plusieurs jours auparavant. Après 2 mois d'hésitation, Washington gèle une partie de son aide à l'Égypte. Les livraisons d'hélicoptères d'attaque, les chasseurs de missiles sont suspendus en représailles à la répression visant les partisans de Mohamed Morsi. Le Caire parle de la mauvaise décision et assure qu'il ne cédera pas à la pression américaine. Suspendus jusqu'à nouvel ordre, les États-Unis accentuent la pression et gèlent leur aide militaire consacrée à l'Égypte. Des centaines de millions d'euros désormais bloqués. La livraison d'avions de chasse, d'hélicoptères, de missiles et de pièces de chars d'assaut est interrompue, tout comme une aide en liquidité accordée au gouvernement de 192 millions d'euros. Des mesures qui visent l'armée au pouvoir depuis la destitution de Mohamed Morsi en juillet. Washington demande des progrès crédibles en matière de démocratie, en commençant par des élections en 2014. Nous devons recalibrer cette politique en fonction de ce que nous avons pu voir sur le terrain ces derniers mois. Nous avons été clairs en ce qui concerne certains actes perpétrés par chaque camp. Ces actes sont inacceptables. Parmi ces actes jugés inacceptables, la répression sanglante des forces de l'ordre contre les partisans du président déchu. Des violences qui ont fait plus de 300 morts ces 2 derniers mois. Mohamed Morsi devrait être jugé à partir du 4 novembre pour incitation au meurtre et à la torture de manifestants, une décision que les États-Unis dénoncent également. Washington verse chaque année 1,3 milliard d'euros à l'Égypte. Le pays est le 2e bénéficiaire des financements américains derrière Israël. La Maison-Blanche a précisé que cette suspension était temporaire. Elle s'est aussi engagée à poursuivre son assistance dans la lutte contre le terrorisme et contre le trafic d'armes, ainsi que pour la sécurité dans le Sinaï.
Belgique, pour finir, Wilfried Martens, ancien Premier ministre belge, est décédé à l'âge de 77 ans. Il a dirigé le pays pendant près de 12 ans, entre 1979 et 1992. Wilfried est un des hommes politiques les plus éminents en Belgique. S'il n'avait pas fait carrière en politique, Wilfried Martens aurait peut-être été un homme de la terre. Il était né dans une ferme dans la campagne, au nord de Gand, au milieu d'une famille nombreuse. Son père est mort très tôt et sa mère est restée seule avec 4 garçons. Mais le jeune Wilfried Martens est un élève doué. Après le secondaire, il étudie le droit à Louvain et très vite il milite dans des mouvements flamands dont il prend la direction. On peut dire qu'il était alors un vrai flamingant. Il organise ainsi les 2 marches sur Bruxelles en 1960 et 1961. Je suis fier que dans ma jeunesse et dans cette période de militant dans le mouvement flamand, j'ai joué un rôle important. Dans la foulée, Wilfried Martens travaille dans des cabinets ministériels, il grimpe les échelons de son parti, le CVP, et en devient le président à 35 ans. Il est ensuite propulsé au sommet de l'État. De 1979 à 1992, il sera Premier ministre de 9 gouvernements dans des contextes difficiles. La crise économique secoue le pays et les gouvernements Martens. La dette publique est énorme, le budget est en déficit. Il y a aussi de la violence à cette époque, il y a les CCC, les cellules communistes combattantes, les tueurs du Brabant que l'on ne parvient pas à arrêter. Il y a aussi le drame du Heysel. Et bien sûr, les problèmes communautaires, les Fourons et José Appart feront d'ailleurs tomber l'un des gouvernements Martens. Mais globalement, Wilfried Martens, Premier ministre, aura été caractérisé par la longévité. À Luxembourg, l'autre jour, vous avez vu, vous étiez à côté de François Mitterrand. Vous rencontrez Reagan. Ah, ça, c'est une satisfaction parce que il y a le fait que je suis là depuis 5 ans, depuis 6 ans, qu'au Conseil européen, j'ai la plus grande ancienneté avec Mme Thatcher. Et donc, forcément, par l'expérience aussi, et par une certaine crédibilité, après les élections qu'on a eues dans notre pays, on est respecté. En mars 1992, Wilfried Martens quitte le 16 rue de la Loi. Après 2 réformes de l'État, il se lance dans une carrière de député européen. En septembre 2008, il se remarie avec l'ancienne ministre CVP, Mitsmet. La même année, le roi nomme Wilfried Martens explorateur alors que c'est la crise politique en Belgique et qu'on cherche un nouveau Premier ministre. Wilfried Martens rejouera les accompagnateurs de Premier ministre quelques jours en 2009. Cet été, le 21 juillet, Wilfried Martens faisait l'une de ses dernières apparitions publiques lors du Tédéum. Point final de cette édition sur la télévision Labari. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter et merci à vous donc qui nous faites confiance. Excellente nuit à toutes et à tous.